Bonjour, bienvenue au webinaire. On débutera dans quelques instants ce webinaire sur la gestion durable des eaux de pluie. Alors, c'est parti. Donc, bienvenue. Bonjour, je suis Véronique Fournier, directrice générale du Centre d'écologie urbaine de Montréal et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire sur la gestion durable des eaux de pluie et les enseignements du premier projet pilote de ruelle bleue verte au Québec. Ce webinaire est également l'occasion de lancer la publication Plaidoyer pour la multiplication des infrastructures vertes au Québec, regard sur la première initiative réalisée à Montréal. Nous connaissons tous les défis d'adaptation au changement climatique auxquels les villes font face et c'est pour tenter d'expérimenter des solutions qu'est née la ruelle bleue verte. Aujourd'hui, c'est donc l'occasion de partager le fruit d'une collaboration inédite parce qu'elle rassemble des acteurs municipaux, privés, OBNL, des citoyens et innovante car il s'agit du premier projet de ce type au Québec pour expérimenter de nouvelles manières de gestion durable des eaux de pluie en milieu urbain bâti. Ce premier projet se déroule dans l'arrondissement du Sud-Ouest de Montréal, à Pointe-Saint-Charles. J'en profite d'ailleurs pour souligner la présence de Mme Tan Chanly, conseillère d'arrondissement dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Et surtout, j'accueille et je remercie d'avance nos panélistes qui sont des contributeurs engagés de l'idéation du projet jusqu'à la réalisation de la ruelle bleue-verte. D'abord, Marie Duguay, chef d'équipe infrastructure verte, service de l'eau de la Ville de Montréal. Également, Jean-Baptiste Dupré, conseiller en planification à l'arrondissement du Sud-Ouest. Seront également du webinaire Pascale Rouillé, présidente et cofondatrice des ateliers Hublot. Véronique Houle, responsable du développement et des aménagements extérieurs pour les 7 anneaux au bâtiment 7. Et enfin, Vincent Ouellette-Jobin, chargé de projet de développement au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Quelques indications avant de débuter le vif de notre sujet. Bien sûr, le webinaire sera enregistré et accessible par la suite. Et également, on vous invite, si vous avez des questions, à les partager dans la boîte questions-réponses de clavardage. Celles-ci pourront alimenter notre période d'échange et de questions qui clôturera notre webinaire. Alors, au programme ce midi, bien d'abord, nous plongerons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une ruelle bleue-verte? Par la suite, Mme Duguay abordera les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales à Montréal et nous poursuivrons avec l'équipe du Sud-Ouest sur les innovations de la ruelle bleue-verte du Sud-Ouest pour se diriger vers les bonnes pratiques afin de multiplier les initiatives d'infrastructures vertes ou de ce type dans nos municipalités. Et enfin, nous clôturerons ce webinaire avec une période d'échange et de questions. Qu'est-ce qu'une ruelle bleue-verte? On connaît bien les ruelles, mais celle-ci a bleu-verte dans son titre. Alors, devant l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des pluies reliées au changement climatique, il devient nécessaire de repenser la manière de gérer les eaux de pluie dans les milieux urbains, notamment pour diminuer la pression sur les infrastructures. Dans une ruelle bleue-verte, la gestion des eaux de pluie est repensée de manière écologique. C'est-à-dire que les drains des toits des bâtiments sont débranchés pour que l'eau de pluie soit dirigée vers des aménagements spécialisés plutôt que directement dans les égouts. La ruelle est alors aménagée pour que l'eau de pluie provenant sans égard au domaine public ou privé soit gérée sur place, donc sur site, de façon plus naturelle à l'aide de végétaux et pour rétablir également le cycle naturel de l'eau. À Montréal, bien, la présence d'une grande quantité de toits plats et de ruelles permet justement d'imaginer un nouveau type d'aménagement qui accueillerait l'eau de ces toits. C'est ainsi que la ruelle bleue-verte, cette expérimentation d'une solution innovante dans un milieu construit, a vu le jour dans Pointe-Saint-Charles. Elle a été développée avec de nombreux partenaires. Et en plus d'être une innovation en termes d'infrastructure, elle démontre aussi un nouveau type de pratique qui pourrait se reproduire sur le territoire de la métropole en alliant aussi différentes forces vives de milieu. La ruelle bleue-verte cogite depuis longtemps, si on peut dire. Bien, dès 2010, il y a eu une commande de service de l'eau à Vinci Consultants et à l'œuf Architecte pour comprendre l'impact des toits plats à Montréal sur les réseaux municipaux.
Et c'est à ce moment-là que le lien entre la gestion des eaux, les toits et la déconnexion des drains et des ruelles a commencé à prendre forme. À partir de 2013, cette idée s'est transformée avec l'idée du terme d'une ruelle bleu-verte. Puis, de 2013 à 2016, il y a eu des démarches pour identifier des sites pilotes. Et c'est réellement à partir de 2016 qu'il y a eu la formation de l'Alliance de la ruelle bleue-verte et vraiment le démarrage du projet, notamment avec une étude de faisabilité dont Jean-Baptiste nous parlera plus tard. Donc, autour de l'Alliance des ruelles bleues-vertes, bien, ce sont des partenaires privés, publics et OBNL qui se sont réunis, le Centre d'écologie urbaine, le bâtiment 7, les ateliers Hublot, la Chapem également dans l'Est de Montréal et Vinci Consultants. C'est aujourd'hui, finalement, la suite de ce projet-là et des apprentissages font l'objet d'une publication, Les ruelles bleues-vertes, plaidoyer pour la multiplication des infrastructures vertes au Québec. Et c'est dans ce contexte que le webinaire se tient. Et bien sûr, la publication sera disponible suite au webinaire. Mais le projet des ruelles bleues-vertes est rendu possible grâce à la contribution de nombreux partenaires, l'Alliance, bien sûr, des ruelles bleues-vertes, l'arrondissement de Sud-Ouest de Montréal, le bâtiment 7 où le site où le projet se déroule, et également avec l'appui financier de plusieurs partenaires, notamment la Fédération canadienne des municipalités via le programme pour l'innovation climatique, et qui est soutenu par le gouvernement du Canada, également par le gouvernement du Québec via le fonds initiative de rayonnement de la métropole, aussi bien que le programme de gestion durable des eaux de pluie. À l'époque aussi, un financement levier avec le Fonds d'action québécois pour le développement durable et bien sûr également la Ville de Montréal qui est partenaire du projet et enfin l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé qui vient appuyer notamment le partenaire du B7. Donc, sur ça, j'inviterai Mme Tan Channy, conseillère d'arrondissement dans Saint-Henri, Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles, à prendre la parole de ce projet qui se déroule et qui est une vitrine en fait, de gestion durable des eaux de pluie à Montréal. Alors, Mme Lee, je vous invite à prendre la parole. Merci, Mme Fournier. Bonjour à tout le monde, à tous les participants. J'aimerais tout d'abord remercier tout le personnel de la Ville de Montréal, les employés aussi de l'arrondissement du Sud-Ouest dans ce projet-là, ainsi que tous nos partenaires qui viennent d'être nommés, les organismes. Donc, ce projet a vraiment stimulé la mobilisation des populations riveraines ainsi que des partenaires aux alentours du bâtiment 7, justement pour améliorer la gestion des eaux de pluie, et éviter aussi les inondations et que les eaux retombent directement dans les égouts. Donc, l'arrondissement, à chaque année, on aménage plusieurs ruelles vertes, mais c'est la première ruelle bleu-verte qu'on aménage justement pour faire face au changement climatique aussi. Dans l'arrondissement, on a plusieurs initiatives qui ont été réalisées au cours des dernières années en gestion des eaux de pluie. On a par exemple des saillies traînantes, des bassins de rétention qui sont plus qui sont un peu plus des grands projets d'envergure où on recueille l'eau pendant les grosses pluies puis qu'on relâche de façon plus ordonnée, plus tranquillement après les grandes pluies. Aussi, on a modifié notre règlement d'urbanisme pour favoriser le verdissement puis la perméabilité des sols dans les grands projets. Avant, on regardait plus le taux de verdissement des projets. Maintenant, on a vraiment un coefficient de calcul qui permet de voir est-ce que le projet permet à l'eau de pluie de s'écouler tranquillement à travers le terrain. Donc, toutes ces initiatives-là, c'est vraiment pour la transition écologique. Puis, le projet de ruelle bleu-verte aussi, ça nous a permis de regarder, parce qu'on a eu quelques petits pépins en cours de projet dont on va vous expliquer, qui nous a permis de revoir des solutions innovantes, d'innover justement dans l'aménagement d'infrastructures pour nous aider à faire face au changement climatique. Donc, je vous laisse continuer la belle présentation de notre beau projet dans le Sud-Ouest. Merci. Merci, Mme Lee. C'est avec plaisir que je vous présente notre première panéliste, Marie Duguay. Marie Duguay est ingénieure civile, certifiée LEED depuis 2007. Dès 2008, elle réalise une maîtrise sur la recherche, la conception d'un jardin de pluie en climat nordique et elle conçoit depuis pendant 10 ans plus de 450 projets de stationnement, rues, quartiers
avec pour la majorité une composante en gestion durable des eaux de pluie. Depuis 2019, elle travaille au service de l'eau de la Ville de Montréal comme conseillère aux normes, puis depuis 2022, elle est chef d'équipe d'infrastructure verte au service de l'eau de la Ville de Montréal. Alors, Madame Duguay, à votre tour. Merci beaucoup, Véronique. Pouvez-vous afficher ma présentation? Parfait, merci. Donc, c'est juste pour faire un petit tour d'horizon justement sur les enjeux liés au drainage et comment les ruelles peuvent être des axes de solution. Donc, on peut changer de slide. Donc, vraiment aujourd'hui, deux éléments qui vont vous être présentés, les enjeux et les axes de solution. Prochaine slide. On hérite à Montréal d'un très vieux réseau quand même qui date des début du 20e siècle. Vous voyez en rouge tout autour de l'île, les points rouges sont des endroits où on déleste en fait le réseau lors de fortes pluies. On appelle ça justement des débordements de réseaux d'égouts unitaires au fleuve et à la rivière. Et en plus de ça, on peut avoir aussi des risques d'inondation pour des fortes pluies. On peut changer le slide. Donc, le premier élément, justement, comme vous avez vu l'ensemble des points rouges, on a un réseau combiné à Montréal. Donc, les eaux pluviales et les eaux sanitaires s'en vont dans la même conduite. Et les ouvrages de surverse envoient environ l'équivalent de 1200 piscines olympiques qui sont débordées par année au fleuve. Ça a un impact quand même assez important sur Montréal et sur toutes les activités récréo-touristiques, les plages, le canot. On voit justement, entre autres, un exemple de la plage du Cap-Saint-Jacques qui était fermée de façon temporaire à cause des enjeux de débordement au fleuve qui se sont produits lors de différentes pluies. Prochaine slide. En plus de ça, Montréal a fait la première page, comme vous avez peut-être pu le voir dans les dernières semaines, d'une mauvaise façon, justement. Beaucoup de citoyens ont été inondés. On a eu 2 grosses pluies au mois de juin et au mois de septembre l'année précédente qui, justement, a entraîné des forts impacts chez les citoyens. Prochaine slide. Donc, c'est sûr que Montréal, comme toute autre municipalité, a été développée avec différentes cuvettes. On peut souvent retracer en fait les anciens cours d'eau de Montréal avec les cuvettes. Donc, on voit vraiment qu'en général, les deux peuvent se superposer. Donc, les cuvettes, c'est vraiment une zone de rue où l'eau, la rue descend puis remonte. Et s'il pleut de façon très intense et que le réseau n'est plus capable de recevoir cette eau, la cuvette va se remplir. Prochaine slide. Donc, ces cuvettes-là sont des zones vulnérables, mais ne sont pas forcément des zones à risque. Donc, l'eau pourrait s'accumuler, mais le bâtiment pourrait être bien conçu et ne jamais être touché par l'inondation qui est sur la rue. Par contre, on peut croiser ces zones de cuvettes avec les zones à risque. Donc, on peut voir à droite ici en bleu toute une cuvette qui est présente sur les rues et des bâtiments sensibles. Donc, tous les bâtiments qui ont un certain, vous le voyez à droite, là, l'image de l'entrée en contrepente. Donc, tous ces bâtiments-là sont en contrepente. Donc, c'est sûr que si on couple une cuvette plus une entrée de garage en contrepente, le citoyen est à fort risque d'être inondé, comme on peut voir justement sur la photo de gauche. Et donc, le citoyen subit de multiples inondations à l'intérieur de son sous-sol, qui peut être des fois des logements. Et il y a une grande détresse psychologique qui peut se produire chez les citoyens. Détresse psychologique, mais aussi un enjeu très important en termes économiques pour être capable de refaire ensuite les travaux à l'intérieur du bâtiment. Prochaine slide. C'est sûr qu'on s'en va on est capable vraiment de le mesurer actuellement. Donc, ça, c'est les mesures des pluies à Montréal depuis les années 80, si je ne me trompe pas. On voit vraiment que l'intensité des pluies devient de plus en plus importante. Et ça nous emmène à dire que d'ici 2040, la capacité du réseau d'égouts, si on ne fait rien, va être diminuée par 2. Donc, vraiment, on s'en va en fait dans une accentuation des problèmes d'inondation de surface à Montréal. Prochaine slide. Donc, souvent, la réponse, c'est grossissez justement les conduites, puis il n'y aura plus de problème. Donc, on a fait l'exercice justement à voir qu'est-ce qu'on peut faire en souterrain. C'est sûr que ce qu'on se rend compte, c'est que uniquement pour venir compenser les changements climatiques, ça prendrait 6 milliards d'investissements sur les 30 prochaines années. 6 milliards d'investissements, ça veut dire qu'on double le nombre de chantiers qui est fait actuellement à Montréal. Donc, non seulement d'un point de vue économique, on n'est pas capable de générer
générer autant d'argent pour être capable d'investir ça. Mais même d'un point de vue marché, consultant, entrepreneur ne serait pas capable de suivre la cadence pour doubler le nombre de chantiers. Puis, il y a déjà beaucoup de plaintes justement sur les circulations. Donc là, autant dire que ça serait encore plus important. Et ça serait uniquement pour venir rattraper les changements climatiques, donc de conserver en fait la même capacité que le réseau d'égouts. C'est impossible d'aller dans cette direction. Donc, c'est sûr qu'il y a des travaux majeurs qui vont être faits en souterrain, mais il va falloir vraiment qu'on ait un juste équilibre entre ce qu'on est capable de faire en souterrain et qu'est-ce qu'on est capable en surface pour être capable de protéger les citoyens. Prochaine slide. Donc, maintenant, les axes de solution, justement, on peut changer. 3 gros axes de solutions qui peuvent se faire dans les ruelles. Le premier, désimperméabiliser, infiltrer. Donc là, on voit quelques exemples. Cette logique s'applique sur les rues, sur les lots privés, sur les ruelles. Donc les saillies drainantes, justement, sont un bel exemple, mais aussi juste désimperméabiliser une ruelle est un bon élément aussi pour réduire le volume qui s'en va justement à l'égout pour limiter le nombre d'inondations. Prochain slide. La deuxième chose qu'on applique beaucoup au parc, mais qui pourrait s'appliquer aux ruelles aussi, c'est de se dire choisissons les zones d'inondation plutôt que les subir. Et là, la stratégie, c'est de se dire lorsque l'eau s'accumule sur les rues parce que le réseau n'est plus capable de prendre l'eau, plutôt que de diriger ces eaux vers les points les plus bas qui sont souvent les entrées de garage en contrepente ou les entrées de métro, dirigeons-le vers les parcs pour être capable de retenir l'eau de façon temporaire, être soulagé ou d'éliminer les inondations chez les citoyens. On pourrait avoir cette même stratégie avec les ruelles. Prochaine slide. Puis la dernière chose, c'est justement réorienter les eaux des toits. C'est tout un défi, puis vous allez le voir dans les présentations qui vont suivre. Par contre, 30% des toits à Montréal sont 30% de la surface de Montréal sont des toits. Les toits plats, souvent, sont difficiles à gérer. Ils vont tout de suite en souterrain et donc, on n'est plus capable d'agir facilement lorsque l'eau est en souterrain. Donc, les ruelles peuvent justement être une belle stratégie. Prochain slide. Ça fait le tour pour moi. Vous voyez une photo ici sous droit d'auteur, justement, août 2020, au-dessus de Montréal, un cyclone qui s'est produit pratiquement au-dessus de Montréal. Donc, ces pluies intenses arrivent de plus en plus fréquemment et vraiment le but actuellement du service de l'eau, c'est d'essayer de mettre en place des éléments pour réduire les fréquences d'inondation chez les citoyens. Merci, Marie, de la présentation qui a bien situé le contexte auquel la Ville de Montréal fait face en termes d'augmentation de la fréquence et de l'intensité. Et on peut imaginer ces mêmes défis dans d'autres municipalités au Québec. Ça met bien la table à notre prochain panéliste, Jean-Baptiste Dupré. Jean-Baptiste est diplômé en maîtrise en aménagement et urbanisme et est conseiller en planification à l'arrondissement du Sud-Ouest à la Ville de Montréal. En plus d'avoir développé un intérêt profond envers les enjeux de développement durable et d'adaptation au changement climatique, son parcours professionnel transversal lui permet d'être un fin connaisseur aussi du milieu communautaire, des processus de mobilisation citoyenne, mais également des grands projets de développement et de développement urbain, ce qui est au cœur du projet actuel de Ruelle Bleu-Vert. Et c'est d'ailleurs ce à quoi j'invite M. Dupré de nous vraiment parler le B.A.-ba du projet, du site, et vraiment pour bien comprendre et situer la démarche de Ruelle Bleu-Vert dans Pointe-Saint-Charles. Merci Véronique. Bonjour à tous. Pour faire suite à ce que Marie a présenté, vous avez à l'écran une illustration. Donc là, on identifie vraiment deux approches distinctes quant à l'aménagement des ruelles et à la gestion des eaux de ruissellement. Donc, Marie l'indiquait, la plupart des ruelles montréalaises sont fortement minéralisées, imperméabilisées. La plupart des bâtiments à toit plat ont un drain qui est directement relié au réseau municipal. Donc, c'est vraiment une façon de faire traditionnelle où l'objectif, c'est de gérer le plus rapidement possible l'évacuation des eaux de pluie. Le problème, c'est que lorsqu'on est avec des épisodes de fortes pluies, le réseau peut arriver à saturation et dans ce cas-là, refoule. Donc là, on a une deuxième approche qui est proposée avec les ruelles bleu-vert, une approche plus innovante qui vise vraiment à favoriser la percolation d'un maximum d'eau de pluie vers les nappes phréatiques où, lorsque ce n'est pas possible, cette percolation, finalement, minimalement l'assurer via une gestion différée des eaux pluviales. Donc, c'est les retenir
tenir le plus longtemps possible via des aménagements, donc des ouvrages de biorétention, que ce soit des jardins de pluie, des noues, mais également donc, en intervenant sur les surfaces, en les perméabilisant. Et l'autre élément aussi qui est très innovant, c'est celui de la déconnexion des toitures. Donc, c'est ce qui se passe avec le projet de la ruelle bleue verte. Donc, c'est vraiment une approche novatrice qui vise la réduction des volumes d'eau à traiter, puis qui permet également de réduire ou du moins de ne pas augmenter la taille des infrastructures grises nécessaires et de réduire les risques de déversement dans le fleuve, entre autres. Donc, si on regarde spécifiquement le projet de la ruelle bleue verte de Pointe-Saint-Charles. Donc, je changerai peut-être de slide, merci. Donc, c'est un projet qui est réalisé en partenariat. Donc, il est à la fois sur le terrain de l'organisme 7 à nous, donc c'est le bâtiment 7, c'est le bâtiment au centre de la photo que vous avez à l'écran, et également sur l'emprise d'une ruelle qui a été cédée à la ville dans le cadre du redéveloppement du site des anciens ateliers du CN. Donc là, c'est vraiment dans le secteur de Pointe-Saint-Charles, Pointe-Saint-Charles Sud, et même plus précisément, là, la photo, si vous voulez, on est à l'intersection de la rue Lebert et de la rue Sainte-Madeleine. Je n'irai pas forcément dans le détail du redéveloppement de ce site. Il faut juste comprendre que les anciens ateliers du CN, c'est une friche industrielle de 10 hectares et dont le processus de redéveloppement commence à devenir un peu ancien à mesure où il a commencé dès 2005. Donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été réalisées, des accords qui ont été signés. Mais j'ai à noter quand même que c'est dans le cadre de ces accords que le bâtiment 7 a été cédé à la communauté et donc a été cédé à l'organisme 7 à nous en 2017. Donc ça place un peu le contexte un peu plus large. Mais pour revenir précisément aux origines de ce projet de ruelle bleue verte, donc on redescend en 2018 lorsque l'arrondissement était approché par l'Alliance des ruelles bleues vertes dont fait partie l'organisme 7 à nous pour appuyer un projet pilote de gestion des eaux pluviales à travers ce projet de ruelle bleu-verte. Donc, il y avait une étude de faisabilité qui avait été réalisée par l'Alliance et qui avait été proposée à l'arrondissement. Et donc, l'arrondissement, le conseil, a décidé de soutenir ce projet, l'a appuyé. Et c'est ainsi que l'arrondissement du Sud-Ouest est devenu partie prenante intégrante de ce projet. Donc, l'Alliance et l'arrondissement ont pu ainsi solliciter différents bailleurs de fonds qui ont été présentés en début de webinaire. Ça a permis de financer la conception de différentes études, notamment de l'avant-projet, de réaliser des démarches de consultation publique en 2020, et puis tout ça pour cheminer jusqu'à une mise en chantier qui a débuté au printemps 2022. Toujours est-il que pour piloter la réalisation de ce projet en partenariat, ça prenait une structure de gouvernance. Donc, cette structure a été mise en place. Donc, ça s'est établi sous la forme d'un bureau de projet partagé. Donc, on y retrouve l'essentiel des membres de l'Alliance des ruelles bleues vertes et également l'arrondissement. Donc, c'est une structure relativement souple, donc vraiment concertée où chacun joue un rôle qui est défini par ses champs de compétences qui se complètent. Mais à noter quand même que cette structure, elle est aussi accompagnée par notamment un comité élargi. Donc, ça, c'est vraiment une structure intéressante qui a été élaborée dès les prémices du projet et qui a réuni un grand nombre d'intervenants de divers horizons, que ce soit du monde municipal, de la recherche, etc., et qui ont contribué dès le début à la réflexion sur les meilleures pratiques à adopter pour la réalisation de ce projet. Et ça a également accouché d'un comité de recherche qui, lui, est composé de 4 sous-comités vraiment sur différentes thématiques et où les chercheurs, les universitaires sont amenés à réfléchir aux innovations de façon un peu plus poussée, également de documenter le processus et aussi de réaliser le suivi expérimental, donc chose qui va être très intéressant pour la suite et puis pour la reproductibilité de ce type de projet. Mais à noter que ça, c'est vraiment une structure qui est propre à l'étape conception, réalisation, parce que par la suite, donc là, il y a une entente qui a été signée entre la ville et l'organisme 7 à nous. Donc, une entente pour encadrer vraiment la gestion et puis l'entretien, le partage des responsabilités de cet espace vraiment sur du long terme. Donc, la ruelle bleu-verte de Pointe-Saint-Charles, qu'est-ce que c'est? C'est une ruelle d'à peu près 150 mètres de long pour une superficie un petit peu inférieure à 2000 mètres carrés et donc qui est réalisée en cours de réalisation avec un budget de 1,2 million.
Et donc, ce projet-là, au-delà de sa vocation en matière de gestion des eaux pluviales, bon, c'est une ruelle qui est non carrossable, mais elle a été aussi conçue comme un espace tampon. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait une image qui illustrait la ruelle et son environnement immédiat. Donc, il y a des parcs qui vont être aménagés le long de la ruelle, à l'opposé du bâtiment 7. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il fut à l'origine, en 2012, c'était plutôt des bâtiments résidentiels qui étaient prévus là, mais il y a eu beaucoup de modifications au cours des années pour la vision des ateliers du CN. Donc, aujourd'hui, maintenant, ce sont vraiment des parcs. Donc, le projet a évolué aussi en prenant en considération ces éléments-là. Donc, on est vraiment sur un espace tampon. La ruelle est non carrossable. On voulait vraiment en faire un espace transitoire entre les parcs vers le pôle communautaire. Donc, il y a un sentier qui a été aménagé avec une largeur qui est assez évolutive, donc parfois relativement étroite pour vraiment répondre aux enjeux de circulation douce, mais à d'autres endroits beaucoup plus larges pour en faire un lieu de rassemblement, donc avec un usage vraiment plus social, également pour mettre en valeur le bâtiment 7, donc qui est un pôle communautaire qui est voué à devenir très important pour le Pointe-Saint-Charles. Mais il faut noter aussi également que la conception de cet aménagement est aussi lié à des enjeux qu'on a rencontrés. On ne s'en rend pas forcément compte sur ces images, mais il y a un enjeu topographique vraiment très important sur ce site. Et ça a profondément orienté la conception de cet aménagement, puisque la topographie a un impact sur les enjeux d'accessibilité universelle. Donc, pour bien comprendre, le bâtiment fait 140 mètres de long. À une extrémité, on a un niveau de bâtiment qui est supérieur à la ruelle. On parle de 1,3 mètre, alors que à l'autre extrémité, on est vraiment plutôt sur une ruelle qui est 10 cm au-dessus du niveau du bâtiment. Donc, vous comprenez qu'il y avait toute une série d'enjeux pour nous par rapport à ça. Toujours est-il qu'une fois terminé, cet aménagement va contenir 10 aires de biorétention et qu'on s'attend à ce que ça puisse permettre la rétention de 134 mètres cubes d'eau lors des épisodes de pluie importants. Donc là, on parle de pluie au moins aux 25 ans. Donc, ça vaut ce que ça vaut comme comparaison, mais disons que ça représenterait l'équivalent de 3 piscines et demie hors terre moyenne si on veut une telle quantité d'eau, et probablement que Pascal pourra mieux détailler ces éléments-là. Toujours est-il que voilà, la ruelle est en cours d'achèvement. Là, vous avez des photos qui datent de décembre. La ruelle devrait être terminée d'ici le début de l'été avec les plantations qui vont être effectuées. Donc, on a très hâte de procéder à l'inauguration de cet aménagement à l'automne prochain. Merci, Jean-Baptiste, de bien nous avoir situé la ruelle et le B7 et bon, la genèse et vraiment le chantier du projet. J'invite Pascal Rouillé, qui est urbaniste et présidente fondatrice de l'entreprise des ateliers Hublot. Pascal est pionnière de la gestion durable des eaux de pluie au niveau urbanistique au Québec. Elle se démarque par son avant-gardisme dans l'intégration des meilleures pratiques et l'éventail de ses expériences lui permet, et je sais qu'elle en fait un de ses fers de lance, de regrouper une multitude d'acteurs et de disciplines au Québec et à l'international pour favoriser l'innovation et créer des conditions à l'émergence de nouvelles pratiques. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet qu'elle va nous entretenir parce qu'on parle de gestion sur site, de mutualisation. Donc, ça suppose aussi tout un coffre à outils, finalement, de nouvelles pratiques en termes de gestion des eaux de pluie. Alors, Pascal, je te laisse poursuivre sur le thème de l'innovation. Merci beaucoup, Véronique, pour l'introduction. Donc, effectivement, on peut passer à la prochaine diapositive. Merci beaucoup. Comme les autres panélistes l'ont très bien introduit, on est ici sur un projet quand même qui comporte différentes innovations, dont une principale est la mutualisation autour de la thématique de la gestion durable des eaux pluviales. Vous allez me dire, c'est quoi la mutualisation? C'est un mot qu'on a collé au projet de Ruelle Bleu Vert depuis
depuis quasiment le début pour essayer de bouleverser un peu les modes de pensée autour de l'intégration de ces projets en milieu urbain. Puisque si je reviens à la genèse des projets de Ruelle Bleue Verte, hein, c'était vraiment d'essayer de trouver des solutions pour lever les freins à l'émergence de ces pratiques de gestion durable des eaux pluviales sur le territoire. Donc la mutualisation, en fait, ça concerne vraiment le partage d'infrastructures de gestion des eaux de pluie entre plusieurs propriétaires. Alors ici, il s'avère que c'est entre un propriétaire privé, qui est le bâtiment 7, le collectif 7 à nous, et l'arrondissement du Sud-Ouest, donc municipal. Mais on pourrait retrouver des cas de figure de partage entre différents propriétaires privés, publics, etc. Et aussi, la mutualisation ici, on la voit sous la forme d'une ruelle bleu-verte, mais aussi aurait pu prendre la forme sur une place publique, par exemple, sur un parc, sur une rue. Donc, effectivement, la mutualisation autour de ces ouvrages pourrait s'installer ou être mise en place sur d'autres typologies d'espaces publics ou non. Donc ici, je reviens très rapidement sur le cycle de l'eau. Non, on peut rester sur la diapositive, excusez-moi, précédente. Sur le cycle de l'eau sur le projet, Jean-Baptiste nous a expliqué les grandes teneurs en fait du avant-après la ruelle bleue-verte, mais moi, je peux rentrer un peu plus dans le détail. Donc, vous avez sur le bâtiment 7 différentes typologies de toiture. Ici, on est face à la toiture, disons à la toiture plate, où on a la toiture en pente, excusez-moi, puisqu'on a une typologie aussi avec une toiture plate. L'objectif ici, c'est de venir drainer les eaux de la toiture vers une gouttière qui va nous ramener vers un château d'eau. Mais vous avez aussi une autre typologie qu'on a pu tester sur le bâtiment où on a un drain qui est finalement déconnecté du réseau municipal qu'on ramène directement dans les ouvrages de biorétention sur le projet. Pour ce qui est de la continuité du cycle de l'eau, on a effectivement tout au long du bâtiment 7, une première série de biorétentions en fait, qui vont permettre de drainer les eaux de la toiture, mais aussi avec un jeu de vases communicants que vous pouvez percevoir ici dans les infrastructures souterraines, venir drainer en partie les eaux du trottoir de béton. Et ceci est compensé par les ouvrages sur le côté ici de la ruelle. Donc, au niveau de la mutualisation, oui, c'est un partage des infrastructures, mais c'est aussi un partage des responsabilités, des rôles et des responsabilités, que ce soit au niveau de l'entretien, au niveau du financement, au niveau de la conception, au niveau du suivi. Et puis tout à l'heure, Vincent parlera de recherche et développement. Donc la mutualisation, c'est vraiment le partage sur l'entièreté des phases du projet. Ici, c'est ça, on vous présente rapidement les composantes des ouvrages de biorétention, parce qu'on a plusieurs ouvrages de biorétention sur la globalité du site. C'est la principale ouvrage sur le site. Alors, vous voyez la composition ici, où on a effectivement cette baissière dans le site qui va nous permettre de récupérer les eaux de pluie, de les drainer grâce à différentes composantes, le terreau, le paillis, les végétaux, les arbres, les arbustes, les vivaces qui vont composer le tout. Donc, vous voyez ici une coupe typique de ce à quoi ça va ressembler. On peut passer à la diapositive suivante. Alors ici, rapidement, les innovations aussi qu'on peut retrouver sur le projet et surtout au niveau ludique et pédagogique. Je parlais d'un château d'eau qui va être lié aux gouttières et puis aussi aux différentes sorties d'eau. On a aussi des boîtes à eau et des moulins à eau qui vont permettre de rendre visible l'eau, de l'entendre, de la voir et d'avoir des interactions avec. Différentes descentes de gouttières aussi qui vont nous permettre de ramener l'eau vers les ouvrages de biorétention, des chaînes de pluie, etc. Donc, vous comprenez que le but ici, c'est vraiment de rendre visible l'eau le plus longtemps possible, de la voir, de la toucher, d'interagir avec. Voilà. Donc, vous voyez ici les différentes composantes, les gouttières, la biorétention, puis les ouvrages de mutualisation.
Diapositive suivante. Donc, les différents avantages d'une ruelle bleu-vert, bien entendu, c'est de créer un milieu de vie plus agréable, plus convivial, où on a cette visibilité de l'eau lors des événements de pluie, mais c'est aussi de travailler sur différents bénéfices écosystémiques. On parlait, oui, de rétention des eaux pluviales, de traitement quantitatif et qualitatif des eaux de pluie, mais aussi de favoriser la biodiversité des habitats fauniques et floristiques, de travailler sur les îlots de chaleur, de travailler sur des cycles de vie de matériaux plus adaptés, etc. Notamment, on peut voir sur le projet, on parlait de dalles de béton tout à l'heure, mais de la poudre de verre qui a été adjointe dans le béton, par exemple. Donc, le projet a été aussi l'occasion de faire différents tests et innovations. Diapositive suivante. Donc, je pense que c'est le tour de mes collègues. Oui. Merci beaucoup. Merci, Pascal, de venir préciser une innovation importante autour de la ruelle bleu-vert, qui est toute la question de la mutualisation des infrastructures de gestion durable des eaux de pluie. Et tu l'as bien mentionné également, mutualisation des processus, des manières aussi de travailler ensemble. Et ça m'amène à accueillir notre dernier panéliste, Vincent Ouellette-Jobin, notamment sur la question des apprentissages dans les processus et ce qu'on peut tirer finalement comme intrant pour la suite des réflexions sur les infrastructures vertes. Vincent est écologiste aquatique, titulaire d'une maîtrise en biologie de l'Université du Québec à Montréal. Il s'intéresse particulièrement à la gestion de l'eau en milieu urbain et à l'adaptation au changement climatique. Il fait partie de l'équipe du Centre d'écologie urbaine et pilote le projet de ruelle bleue-verte au sein d'Alliance depuis 2021. Alors, Vincent, je te passe la parole. Merci beaucoup, Véronique. Bonjour tout le monde. Le travail de conception qu'on a fait sur la ruelle bleue-verte qui s'est échelé sur plusieurs années, puis la réalisation qui est en cours de la première ruelle bleue-verte a permis quand même de dégager plusieurs bonnes pratiques pour favoriser la réplicabilité de ce type d'aménagement-là, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est un travail qui implique, bien sûr, le comité élargi, comme on mentionnait Jean-Baptiste tout à l'heure, qui a plusieurs professionnels de la ville, des arrondissements, puis d'autres paliers gouvernementaux qui ont permis de réfléchir à plusieurs questions, mais aussi un comité de recherche avec à peu près une vingtaine de chercheuses et chercheurs qui couvrent différents axes comme l'hydrologie, la biodiversité, la gouvernance, les enjeux sociaux, les analyses de cycle de vie et les enjeux économiques. Comme première bonne pratique, je vous dirais que ce serait la communication et l'évaluation qui assure un travail collaboratif efficace. La mutualisation, de par sa nature, demande à plusieurs acteurs issus de différents milieux de collaborer sur un même projet. La RBV aussi, l'Alliance, c'est fondé sur des principes de collaboration avec les parties prenantes et sur l'interdisciplinarité. Puis bien sûr, le projet Ruelle bleue-verte a rencontré des problèmes au niveau de la communication, des défis communs du problème du travail collaboratif, comme par exemple des compréhensions variables, des différentes dimensions des projets ou des objectifs du projet, une vision différente quant aux acteurs impliqués dans leurs rôles respectifs, puis une divergence des motivations puis de l'implication des différentes parties prenantes. Parfois aussi, il y avait des écarts entre les attentes relatives au projet et les ressources disponibles pour pouvoir s'impliquer. Donc, c'est vraiment important de se donner de pratiques de travail collaboratif et de communication, mais aussi d'en faire une évaluation en continu. Chaque acteur qui est impliqué dans une démarche collective a son propre mode de fonctionnement, ses motivations, ses ressources qu'il peut attribuer à un projet. Puis on doit s'assurer que les parties prenantes ont accès à suffisamment d'informations pour pleinement participer à l'obtention d'un consensus, mais en respectant tout à la fois les capacités et le temps qui sont disponibles. L'autre point qu'on parle, c'est les analyses de cycle de vie qu'on dit qui sont en appui à la prise de décision. Pour convaincre la population et les instances décisionnelles, il faut avoir une meilleure vision des coûts et des bénéfices à la fois au niveau économique et écosystémique. Puis une analyse de cycle de vie est une méthode qui nous permettrait de calculer ces coûts-là, tant sur le plan économique, social qu'environnemental, tout en regardant aussi les retombées du projet. Ça permet aussi de jeter un regard critique un peu sur la provenance des matériaux, qui est un aspect trop souvent écarté quand il s'agit de regarder les coûts environnementaux des projets. Les analyses du cycle de vie permettraient aussi de faire la démonstration d'un seuil de rentabilité de ce genre d'aménagement-là. On pourrait comprendre à partir de combien de kilomètres de ruelles, de noues, encore de biroutension, les coûts d'investissement pour la construction d'infrastructures comme celle-là sont compensés par les retombées en comparaison avec des infrastructures dites grises ou des infrastructures traditionnelles. Un autre point qu'on veut pousser, c'est la nécessité de proposer des meilleures pratiques pour gérer les sols contaminés. Les projets d'infrastructure verte au Québec font souvent face à un problème de sols contaminés, notamment dans le contexte montréalais où bien l'industrialisation a laissé sa marque.
Les infrastructures vertes sont donc particulièrement affectées par la présence de sols contaminés parce qu'elle est souvent à améliorer l'infiltration de l'eau vers une nappe phréatique souterraine. Des mesures spécifiques doivent donc être mises en place pour empêcher les polluants d'atteindre les eaux souterraines, mais il y a encore certains aspects liés au risque de contamination qui sont peu connus. Les ruelles bleues vertes ont notamment montré qu'il existe encore peu de connaissances sur l'effet de la lixiviation des sols contaminés dans les infrastructures de biorétention. C'est un manque de connaissances qui mène entre autres à des recommandations comme de ne pas acheter des plantes comestibles dans les infrastructures vertes. On pense que les recherches additionnelles seraient nécessaires pour briser un peu cette barrière à la réalisation des infrastructures vertes. On a aussi d'autres recherches à poursuivre pour outiller les spécialistes du domaine. Bien qu'on a plusieurs projets pilotes d'infrastructures vertes qui ont été réalisés au Québec, il est encore essentiel de poursuivre certains travaux de recherche pour améliorer la performance des biorétentions. Les membres de l'Alliance ont identifié notamment des lacunes quant aux connaissances sur les types de couvre-sol, les choix de végétaux, l'intégration des plantes comestibles aux infrastructures. Il est donc important de continuer ces nouveaux projets de recherche-là pour poursuivre le travail sur tous ces différents aspects-là, mais aussi de bien diffuser ces connaissances-là. La diffusion peut passer notamment par la vulgarisation, le transfert de connaissances entre les chercheurs, chercheuses et les acteurs impliqués dans la conception et la réalisation des ouvrages via des organisations relais dans le milieu. Bien sûr, il y a quand même des limites aux apprentissages qu'on peut faire sur cette ruelle-là. Bien sûr, vous comprenez que ce n'est pas nécessairement une ruelle montréalaise typique. Généralement, une ruelle montréalaise typique a plusieurs propriétaires aux alentours et là, on se retrouve avec une ruelle un peu plus simple avec seulement 2 propriétaires, la Ville de Montréal et le set à nous, comme on l'a vu, comme Jean-Baptiste nous expliquait tout à l'heure. Donc, c'est quand même un concept un peu plus simple qu'une ruelle traditionnelle, mais il y a quand même des apprentissages qu'on peut garder, sauf que quelques-uns vont devoir être réévalués dans les prochains projets. Il y a aussi plusieurs questions de recherche qui restent en suspens. En 2023, on va avoir des informations sur la performance des biorétentions puis sur la survie des végétaux qui vont permettre de poursuivre le développement des connaissances. Mais il y a aussi des choses qu'on veut pousser comme l'analyse de cycle de vie complète qui inclut les bénéfices environnementaux. On pense que la ruelle bleu vert du Sud-Ouest reste un terrain de jeu super intéressant pour faire justement ce type de recherche-là pour aller vers l'établissement d'un seuil de rentabilité. Mais bien qu'il y ait toutes ces questions-là qui restent en suspens puis que certains apprentissages ne soient pas nécessairement réplicables, on pense que c'est quand même un excellent exemple puis on prouve que c'est possible de faire ce type d'aménagement-là. Et on pense que c'est le temps de sortir de l'étape des projets pilotes. On a vu plusieurs projets dans les dernières années, la Fini Papineau, les places Fer de Macadam à Montréal, on a aussi la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières. On a démontré l'efficacité des infrastructures vertes. Malgré tout, on voit qu'il y a certaines municipalités qui hésitent encore un peu à intégrer les infrastructures vertes dans leur pratique. Mais ce que les projets pilotes ont démontré, c'est que le passage vers l'intégration pratique, c'est vraiment là, puis l'implémentation systémique, c'est vraiment là qu'on est rendu dans la prochaine étape pour qu'on ait des infrastructures vertes un peu partout au Québec. Mais les éléments sont en place. On a des acteurs qui ont développé une expertise dans la réalisation des projets. On a des avancées réglementaires qui ont vu le jour. On a des groupes de recherche très actifs qui sont présents pour appuyer les différentes instances qui veulent aller de l'avant avec des infrastructures vertes. Puis l'exemple de mutualisation qu'on propose, c'est vraiment un atout dans les projets d'infrastructures vertes. Avec la densification du territoire, toutes les municipalités québécoises ont été appelées à optimiser l'utilisation de l'espace. Les espaces publics vont devoir cumuler plusieurs fonctions, pas juste la gestion durable des eaux pluviales, mais aussi devoir être des places publiques pour le rassemblement. Puis la mutualisation, ça permet de mettre en commun les forces de plusieurs acteurs, puis d'utiliser l'espace public pour gérer plus d'eau que des acteurs individuels en seraient capables, mais aussi en créant des milieux de vie conviviaux. Puis on espère que la ruelle bleu verte va servir d'inspiration à plusieurs pour faire d'autres projets de ce genre, puis à rendre des milieux de vie plus conviviaux et résilients. Merci Vincent de cet aperçu, de ce survol des différents apprentissages et également du chemin qui reste à parcourir en termes de développement de connaissances. Avant de se lancer dans la période de questions, et on a beaucoup de questions là, qui surgissent également là, du bloc de cavardage, j'aimerais peut-être solliciter le point de vue de Véronique Houle, qui est responsable du développement et des aménagements extérieurs au bâtiment 7. Depuis le début du webinaire, on parle beaucoup du projet, de l'infrastructure en tant que telle, de la réalisation du chantier, mais cette ruelle également, elle vivra au sein d'une communauté avec des acteurs qui vont l'habiter dans toutes ses dimensions. Et Pascal en a glissé un mot tout à l'heure sur
la mutualisation également de la responsabilité d'entretien entre un partenaire privé, dans ce cas-ci au BNL, le bâtiment 7, et municipal, dans ce cas-ci l'arrondissement. Donc, j'aimerais peut-être entendre, Véronique, sur qu'est-ce que ça veut dire aussi la mutualisation et ce partage de l'entretien et comment aussi vous envisagez les suites comme appropriation finalement de cet espace-là par le milieu. Oui, merci. Ben oui, tout à l'heure, c'est ça, on a parlé du concept de la mutualisation. Puis moi, j'avais peut-être envie de vous partager un peu qu'est-ce que ça veut dire en termes de rôle et responsabilité dans le cadre de l'entente de mutualisation. Donc, cette entente-là, tout à l'heure, Jean-Baptiste l'a mentionné, donc qui vise la Ville de Montréal et le CETANU. Peut-être juste pour remettre ça en contexte, en fait, donc à la Ville de Montréal, la gestion des eaux pluviales est sous la juridiction du service de l'eau. Et puis, comme nous, comme propriétaires, on est soumis à cette réglementation qui oblige les propriétaires à gérer leurs eaux pluie. Et depuis le règlement sur le branchement d'aqueducs et des égouts publics, la gestion des eaux pluviales, c'est le règlement 20030, permet une exception pour, disons, mutualiser, c'est-à-dire que le propriétaire privé peut gérer les eaux sur le domaine public et vice-versa. Et ça prévoit qu'il y a c'est dans ce contexte-là qu'on a avec la Ville en fait traiter cette question-là de l'entente qui prévoit 2 volets. En fait, le premier, c'est le partage des rôles et responsabilités dans l'entretien, ce que je vais vous parler davantage, la gestion de la ruelle, les mécanismes de fonctionnement, les comités de suivi, par exemple, qui sont mis en place. Il y a aussi le plan directeur pour répondre aux critères du service de l'eau. Puis peut-être mentionner que c'est la première entente du genre qui porte là, sur la mutualisation des eaux de pluie et des responsabilités. Ça a été un long processus là, sur plusieurs mois, voire quelques années. Et puis, par exemple, dans cette entente-là, on retrouve les travaux à réaliser, donc des 2 parties, mais aussi donc la question de l'entretien. Et puis, la particularité avec ce projet-là, tout à l'heure, Vincent, Marie, vous avez parlé là, des saillies, des différents projets comme sur le plateau Mont-Royal. La particularité avec le projet de la ruelle bleu-verte, c'est que c'est une infrastructure qui est entretenue par les citoyens et les citoyennes, qui va se faire en collaboration avec la fermette de Pointe-Saint-Charles, qui est aussi située sur le site du B7. Et puis, de notre côté, on s'occupe, oui, de l'entretien, mais aussi de la plantation. Vous êtes invités du 9 au 11 juin si vous voulez nous donner un coup de main. On a 3000 végétaux à planter. Et puis, éventuellement, on aura le remplacement de ces végétaux-là. Puis, c'est vraiment important pour nous dans la suite qu'il y ait une réelle appropriation par la communauté avoisinante, puis la communauté du bâtiment 7. Hein. Tout à l'heure, on a parlé du secteur en développement, mais il y a aussi tout un secteur qui existe où il y a condos, appartements locatifs, il y a une forte concentration de logements sociaux. Donc, on veut que ces personnes-là participent au projet, puis on veut créer des liens significatifs avec le bâtiment 7, avec les parcs qui s'en viennent, avec la ruelle. Donc, c'est un milieu de vie pédagogique aussi. Merci. Donc, voilà. Je pense que ça nous fait un bon tour, Oui. Véronique, sur l'ébullition finalement du milieu dans Pointe-Saint-Charles pour la suite. Puis, je vois qu'il y a des questions aussi sur les prochaines étapes. On terminera le webinaire pour les prochaines étapes là, autour de la planification, de la réalisation du projet. Parmi les questions, et je vais adresser les questions qu'on a reçues aux différents panélistes. Je vous demanderai, panélistes, des réponses courtes et succinctes. On essaiera bien sûr de répondre le plus possible à toutes les questions. Et il y a quelques questions qui sont peut-être plus techniques. On pourra y répondre par la suite. On les conserve, bien sûr. J'aimerais lancer la question à Marie.
Il y a beaucoup d'exemples à travers le monde qui concernent la gestion alternative des eaux pluviales en milieu urbain. On donnait l'exemple de la Ville de Montréal qui fait une lecture quand même importante là, du défi de l'enjeu en milieu urbain. Comment vous expliquez peut-être la réticence ou peut-être la timidité des autorités dans la planification puis la mise en œuvre de ce type de projet dans les municipalités? Et qu'est-ce qui pourrait être finalement aussi des leviers pour mettre en œuvre ce type de projet? Oui, dans un premier temps, j'ai l'impression que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ailleurs, ils font mieux, alors que on reste encore à travers le monde là sur souvent des projets ponctuels, des projets pilotes. Montréal a d'ailleurs été nommé comme une des municipalités qui mettait vraiment en place les parcs résilients. Avec l'exemple de Fleur de Macadam, justement, on a été cité dans plusieurs journaux. Donc, je suis sûre qu'on demanderait la question à une autre municipalité, puis il dirait que Montréal est très en avance, alors qu'on se sent en retard par rapport aux autres. Ceci étant dit, je n'ai pas toutes les réponses, on pourrait en parler pendant 1 heure. J'ai l'impression que ce qui est très difficile, c'est que Montréal est une grosse structure, qu'il y a beaucoup d'intervenants et que la sensibilisation de tous ces intervenants reste un défi. Chaque projet a aussi ses priorités en termes d'échéancier, en termes de coûts. Et donc, c'est comment rentrer un peu d'innovation à l'intérieur de ces projets-là qui ont d'autres priorités. Ce n'est pas toujours facile. Et on le remarque là en montant une équipe d'accompagnement. Donc, on est 6 personnes au service de l'eau dont le but est vraiment d'accompagner les arrondissements et le central à l'intérieur de l'intégration de la gestion des eaux en surface. Ça aide beaucoup à avancer. On offre en fait accompagnement et financement, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'accompagnement qui fait que les projets avancent pour rassurer ces chargés de projet à la ville qui ne sont pas des experts en gestion de l'eau, puis qui ont besoin d'être rassurés, accompagnés, puis dirigés aussi à travers les consultants qui ont des avis divers et variés, donc pour que la ville ait vraiment une orientation qui soit suivie, comprise. Donc, j'ai l'impression que vraiment les choses sont en train de changer de façon importante. Il y a toute une panel de défis, mais on n'est pas si pire que ça, j'ai l'impression. Merci. J'aimerais peut-être lancer la balle à Jean-Baptiste parce qu'on parle depuis le début du webinaire sur la question de la mutualisation des infrastructures. Et du point de vue de l'arrondissement, d'un point de vue municipal, quel type d'avantage ou d'intérêt finalement la mutualisation peut représenter comme expérimentation dans la gestion durable des eaux de pluie? Oui. Au niveau des avantages pour la ville, là, je sors vraiment de l'aspect arrondissement. Mais au niveau de la ville, je pense que le principal avantage, c'est justement de pouvoir soulager le réseau municipal pour éviter les épisodes de débordement. Marie le mentionnait, qu'on va avoir des besoins de plus en plus criants en matière d'infrastructures pour gérer ces eaux. On a une limite à réaliser ces travaux comme on a toujours fait. Donc, c'est important d'explorer des nouvelles façons de faire. Donc, avec cette possibilité qu'on a depuis maintenant 2 ans, la modification du règlement 2030 dont parlait Véronique tout à l'heure, maintenant, ce type d'aménagement partagé est possible. C'est avec ce projet-là, c'est l'occasion de tester de façon un peu plus concrète ce genre de réalisation. Après, c'est sûr qu'au niveau même de la conception globale de l'aménagement, un des avantages, c'est qu'en termes de réflexion pour développer le projet, je veux dire, là, en termes de concertation, on est quand même allé très loin. Là, on le fait en partenariat. Donc, à ce niveau-là, pour répondre aux enjeux, aux besoins exprimés par le milieu en termes de concertation, cette approche mutualisée est très intéressante en matière de conception. Il y a aussi en matière de réalisation, parce que d'un point de vue financier également, il y a un partage de responsabilités pour la réalisation. Et puis enfin, pour tout ce qui est entretien, Véronique Véronique ou je confonds les Véroniques, du bâtiment 7, pardon, le mentionnait, il y a ce partage au niveau des responsabilités. Donc, il y a un grand volet de l'entretien de cet équipement qui est dévoué au bâtiment 7. L'arrondissement reste présent, évidemment, dans l'entretien, mais il y a une vaste part qui est déléguée. Donc, ça permet aussi de soulager les équipes municipales. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment un avantage
davantage pour nous. Mais je pense que reste que ultimement, le principal intérêt de ce projet-là, c'est vraiment en termes de gestion des eaux, soulager les réseaux, éviter les débordements et les coûts. Mais là, on est vraiment rentré dans une approche plus innovante de conception. Donc, en termes d'acceptabilité sociale, là aussi, je pense qu'on marque un bon point avec ce projet. Merci, Jean-Baptiste. Tu as mentionné à travers ta réponse aussi plusieurs éléments de nouvelles pratiques ou d'innovation. Puis il y a plusieurs questions qu'on a reçues qui s'intéresse à ces pratiques et je vais lancer la balle à Pascal. On ne s'en sort pas, on est à Montréal, on est dans un climat hivernal, 4 saisons. Il y a certaines questions qui relèvent, savoir est-ce que ce type d'intervention-là, comment ça se comporte finalement dans un contexte gel-dégel, puis dans un contexte 4 saisons comme celui de Montréal. Tu peux peut-être élaborer là-dessus. Et également certaines questions pour en savoir plus sur quels sont les châteaux d'eau, les mécanismes finalement si on peut dire, de diversion, de récupération des eaux de pluie. Donc, un petit peu plus de précision sur ces outils. Oui, merci pour les questions. Effectivement, le projet est prévu pour fonctionner 4 saisons, aussi bien pendant les saisons très chaudes de sécheresse qu'on va pouvoir retrouver, où là, les végétaux ont été choisis dans leur diversité, que ce soit les arbres, les arbustes, les vivaces, mais aussi le type de terreau en place pour permettre au tout de continuer à fonctionner, même en période de grande sécheresse, sans forcément d'irrigation. Mais aussi pendant les périodes de gel et de dégel. Bien entendu, le projet n'est pas une innovation en soi en termes de biorétention. Il fait partie, disons, d'une chaîne ou d'une série de projets qui ont été mis en place dans la plus que dizaine d'années au Québec, où il y a déjà eu des suivis expérimentaux sur justement la période hivernale et ses cycles de gel et dégel. Dernièrement, notamment, des suivis ont été faits aussi sur les avancées de trottoirs végétalisés drainantes dans l'arrondissement de Rosemont sur cette thématique-là, mais dans le passé, plusieurs autres projets ont déjà démontré le fonctionnement efficient des biorétentions dans ces périodes-là. Donc, c'est sûr que oui, la composition de ruelles bleu-verte avec la mutualisation est innovante, mais en soi, ce que je tiens à souligner, c'est que le projet s'est approprié aussi l'avancée des connaissances des 10 dernières années et plus au Québec. Donc ça, oui, ça va fonctionner. Et au niveau des châteaux d'eau et des différents dispositifs, en fait, le but, c'était vraiment de mettre en valeur l'eau. Alors, le château d'eau va permettre de récupérer certains mètres cubes d'eau avant qu'il retourne dans les ouvrages de biorétention pour s'en servir, non pas pour de la rétention d'eau de pluie, mais pour de la récupération et de la réutilisation, que ce soit pour du nettoyage d'outils, nettoyage du trottoir de bois, etc. Donc, des petits besoins de ce type-là. On a aussi des boîtes à eau qui, elles, vont se remplir à même les gouttières verticales qui vont descendre du débord de toit plus au fond du bâtiment. Ces boîtes à eau sont vraiment ludiques. Elles vont se remplir et puis remplir aussi disons, des symboles là, qui vont être très ludiques. Donc, le but, c'est de voir l'eau s'accumuler dans ces boîtes à eau-là. Et puis, les petits moulins à eau, c'est vraiment une genre de roue à aube faite sur mesure par justement la collaboration avec les artisans du bâtiment 7 dans le but de mettre en valeur le bruit, le mouvement de l'eau et de permettre aussi des interactions avec les usagers de la ruelle. Puis, on a aussi une chaînette d'eau qui, elle, va permettre de voir depuis le débord de toit jusqu'en bas le bruit et le mouvement. Donc, c'est vraiment cette emphase qu'on met peu sur le territoire à l'heure actuelle sur cette présence, ce côté ludique, le bruit, les odeurs reliées à l'eau. Donc, voilà. J'espère que ça Merci, répond à la question. Pascal. Ça nous donne le goût finalement d'aller visiter cette ruelle et ça m'amène à conclure ce webinaire ce midi sur les prochaines étapes du projet des ruelles bleu-vert. Bien sûr, avec le dégel, il y aura reprise du chantier pour l'activité de plantation. On va vous partager l'information s'il y a des gens qui souhaitent donner un coup de main. Véronique Houle l'a bien mentionné, il y a plusieurs végétaux à planter et à la fin du chantier, à l'été 2023, il y aura inauguration de la ruelle et on invite bien sûr
les gens à venir visiter la ruelle parce qu'on l'a mentionné à plusieurs reprises, la ruelle est au cœur d'un milieu de vie, au bâtiment 7, avec une multitude aussi d'organisations. Il y a une microbrasserie, donc ce sera vraiment une vitrine sur la gestion durable des eaux de pluie, les innovations, la capacité de transformer un milieu là, de manière collective et collaborative. Donc, ce sera vraiment un lieu fort de Montréal en termes d'infrastructures vertes et de nouvelles stratégies finalement de développement urbain. Entre-temps, bien sûr, je remercie l'ensemble des intervenants aujourd'hui, tant pour leur participation au webinaire que leur engagement, je dirais, sans faille à travers les hauts et les bas de ce projet d'infrastructure important. Et je remercie bien sûr les participants qui sont avec nous ce midi. Il y aura un courriel de suivi à l'ensemble des participants avec la publication, puisque ce webinaire s'offrait l'occasion de lancer la publication pour le plaidoyer pour la multiplication des infrastructures vertes au Québec. Vous retrouverez beaucoup plus en détail les grands éléments dont on a parlé aujourd'hui et ce sera l'occasion d'avoir un plongeon finalement dans cette innovation et les différents concepts mis en place dans le cadre du projet des ruelles bleues-vertes. Je vous invite également, si vous souhaitez rester au courant des avancées du projet, d'une part, à vous abonner aux différentes plateformes de médias sociaux, donc Projet Ruelle Bleue Verte, également le site web ruellebleuverte.com et on en profite bien sûr aussi pour vous suggérer certaines pistes pour aller plus loin. Donc, entre autres, en ce moment, il y a un projet d'appel en cours pour le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations sur le volet pour les aménagements résilients et également plusieurs outils qui ont été conçus par la Ville de Montréal sur la planification d'espaces publics résilients, là encore disponible en ligne et l'information vous sera envoyée par courriel suite au webinaire. Alors, ceci termine notre webinaire ce midi. Je vous remercie encore à tous de votre participation et bonne lecture de la publication, surtout bonne visite de la ruelle bleu-verte lorsque le chantier sera complété au courant de 2023. Merci beaucoup tout le monde.